bonjour, aujourd'hui on va voir l'utilisation du DHCP. On se pose la question, c'est bien ou c'est pas bien? C'est parti. L'utilisation du DHCP c'est très bien parce qu'elle a une fonction de plug and play. Donc ça c'est quelque chose de super, on branche notre smartphone, notre PC et il est prêt à fonctionner, il reçoit les paramètres IP. Donc ça c'est quelque chose de très bien. Par contre, il a quelque chose d'un petit peu moins bien, c'est qu'il a des risques au niveau de la sécurité. Cette fonction de plug and play, c'est à double tranchant. Sur des sites typiquement critiques, on n'aimerait pas que n'importe qui puisse venir et brancher, que ça soit configuré d'une façon automatique. Donc là, il faut trouver quelque chose après de plus résistant sur ces sites critiques. Alors une des possibilités c'est de désactiver ou de ne pas utiliser le DHCP parce qu'on ne veut pas que nos systèmes soient configurés tout seuls et utiliser le réseau, donc, typiquement dans une banque et autres. Si on regarde ici, nous avons ici les différents paramètres. Donc on a l'adresse IP, on a le netmask, on a ici la gateway et on a ici les DNS. À noter que si on ne me donne pas ces paramètres, je ne peux pas savoir à peu près dans quel réseau, si je suis dans un réseau 192 ou 10, 136 ou quelque chose de ce style. Pour moi, c'est très difficile de deviner ces paramètres pour que ça fonctionne, mon PC ou mon smartphone fonctionne. Par contre, en automatique, en DHCP, ça se fait tout seul et les paramètres sont corrects et sont justes. Donc ça fait une certaine sécurité de ne pas mettre en place le DHCP. Autre risque, c'est l'installation d'un serveur DHCP non autorisé pirate. C'est très facile, n'importe qui peut se monter un serveur DHCP et le brancher sur le réseau. Quelles sont les conséquences si on fait ceci? On a cette installation de DHCP non autorisé. Quelles sont les problématiques qu'il peut y avoir? Alors si on regarde ici, nous avons un PC client, c'est ceux qui veut se faire configurer tout seul, automatiquement. On a une sortie sur internet, on a un serveur DHCP et un pirate a installé un serveur DHCP, le sien, le pirate, il a installé ceci, cette fonction pourrait être intégrée dans ce PC là. Et le PC, quand il va faire une recherche de serveur DHCP, peut-être que c'est celui-ci qui sera choisi, celui qui est pirate. Et il va fournir ici une information un peu erronée par rapport à la réalité. Il dit la gateway, c'est moi. Donc il envoie cette information. Donc ça, c'est les informations ici qui sont correctes. Et qu'est-ce que va faire le serveur DHCP? Il va non pas envoyer cette valeur qui est correcte, mais il va envoyer son adresse IP, par exemple, de ce PC-là, par exemple. Et qu'est-ce que ça va se passer? C'est que le PC qui veut surfer sur Internet pense que la gateway, c'est pas la vraie, hein, c'est celle-là qui a été fournie. Donc celle-là, il ne l'utilise pas. Il va l'envoyer ici. Et lui, éventuellement, il va relayer l'information en direction d'Internet. Donc, quelque part, lui peut analyser tout ce que ce PC fait comme activité en direction d'Internet. Donc, au lieu que ce soit dans la config IP, cette gateway qui est là, il le dit au PC, non, ta gateway, c'est celle qui est ici. Cette fonction, cette attaque, on appelle ça man in the middle. Autre variante possible, cette fois, c'est que le serveur DHCP pirate va fournir un faux DNS. Donc le DNS, c'est ce qui fait la relation entre le nom qu'on veut taper, ici www.hes.ch par exemple, et la relation donc entre ce qu'on appelle ça le FQDN et l'adresse IP. Pour ceci, on a besoin d'un serveur DNS. Il y en a généralement un dans les intranets, ici je ne l'ai pas dessiné. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme il a un faux serveur DNS, c'est un qui l'a mis et le pirate,
eh ben, le système va aller demander, interroger au serveur DNS, donc de nouveau on triche, au lieu d'avoir cette valeur ici, eh ben, on va envoyer une fausse valeur. Donc, il va faire une demande, il dit moi il me faudrait l'adresse IP de www.hesge.ch et ensuite le pirate va donner une adresse IP non pas de ce site web là, mais d'un site web qu'il a lui-même monté. Et ce PC croit aller surfer sur ce site, en réalité va surfer sur ce site, il peut capturer des usernames password. Reste la toute dernière variante, c'est que au lieu d'utiliser cette valeur correcte, on met ici n'importe quoi. La finalité, c'est que ces PC qui reçoivent n'importe quoi, évidemment, ils n'ont pas la gateway, ils n'ont pas de DNS, ils n'ont rien, c'est qu'il peut absolument rien faire et donc on empêche l'accès au réseau à ces PC. Donc voilà ce qu'on peut faire en termes de sécurité si on monte un serveur DHCP, très facile à faire. Ici, ça marche bien sûr que dans l'internet, dans le réseau où on est, je ne peux pas le faire depuis chez moi. Voilà. Ensuite, il y a une autre problématique, c'est le vidage du pool d'adresses IP. Un serveur DHCP, il a un ensemble d'adresses IP qui peut ici prêter, mettre à disposition, par exemple de ce PC qui n'a pas au départ d'adresse IP. Donc chaque fois qu'il y a un PC qui demande quelque chose, il va depuis son ensemble d'adresses IP en prêter une à tous les clients qui vont demander. Mais attention, ce saut ou ce pool a une quantité limitée d'adresses IP. Donc au terme d'attaque, le pirate va faire, non pas des machines virtuelles, mais il peut envoyer certains trafics, ça on peut en discuter un peu dans une autre situation, et ben, il peut simuler 100, 200, 1000, 10 000 PC dans le but d'aller vider ici l'ensemble d'adresses et il va faire une requête pour dire il me faudrait bien une adresse IP sur un PC, il va lui en donner une, ensuite il va donner ou simuler un autre ordinateur. Le serveur DHCP va fournir une adresse IP. Ensuite, il va simuler un troisième, un quatrième, ainsi de suite, dans la finalité de vider le pool. On peut bien deviner qu'est-ce qui se passe pour ce PC qui vient d'être accordé au réseau. Il va demander ici au serveur DHCP, il n'en a rien ici. Donc ce PC ou les différents PC qui sont branchés sur le réseau n'ont plus d'adresse IP. Donc, ça c'est une des possibilités aussi pour empêcher les PC d'aller sur Internet. Donc voilà, il y a ce PC qui fait une requête pour être configuré. Et soit aucun serveur DHCP répond, ou soit il ne peut pas, parce que de toute façon, son saut, son pool, il est vide. Oui, DHCP peut être bien. Voilà ce qui est bien en DHCP, c'est une reconfiguration automatique. Qu'est-ce que j'entends par reconfiguration automatique ici? Eh bien, nous avons ici un réseau avec un certain nombre de PC, la gateway, et de nouveau le pool d'adresses IP. Il arrive dans certaines situations qu'on doit mettre les PC dans un autre réseau. En réalité, on renumérote le réseau. Des fois, il y a des changements. Il dit non, on n'est plus dans le réseau 10.17, on est dans le réseau 10.10. Si on fait à la main, sur chaque PC, il faut les demander, il faut les ramener, puis aller faire cette config. Là, c'est simplement, on déconnecte du réseau, on reconnecte au réseau, et quand on a adapté ici la distribution d'adresse, il commence cette fois non pas par 10.117, mais par 10.10, automatiquement, les ordinateurs sont reconfigurés, donc on a renuméroté ou changé de tranche d'adresse IP d'une façon automatique. Autrement, à la main, c'est un peu pénible. Donc, s'il faut modifier tout ça à la main sur tous les ordinateurs qu'on a, alors si on n'en a que 4, ça va, mais si on en a 200, c'est un petit peu embêtant. Généralement, on ne donne pas forcément les droits pour qu'on puisse modifier et qu'un utilisateur puisse modifier ses paramètres ici. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. On voit maintenant, avec ceci, ça a été changé automatiquement.
Notez que ça ne s'apparaît pas dans ces cases ici. C'est d'une façon qu'on fait ipconfig, on voit apparaître ceci. Donc on a vu que c'était bien la reconfiguration automatique. Et une chose qui est excellente, c'est ce qu'on appelle la mobilité. Qu'est-ce que c'est la mobilité? C'est nous avons ici un réseau d'entreprise avec un certain nombre de PC, avec ici des laptops connectés en réseau fixe, donc filaire, pardon. Ensuite, il peut y avoir des autres sous-réseaux, typiquement pour le Wi-Fi. Donc le laptop peut se déconnecter et se brancher d'un coup en mode sans fil. Et on voit que le réseau c'est ici 10.10, là c'est 10.136. Et ben, il faut changer son adresse IP. Donc il a cette mobilité. Si on a d'autres PC qui sont directement connectés aussi sur le Wi-Fi, et cette personne rentre chez elle à la maison, et son PC est automatiquement reconfiguré. Par exemple, le plus connu c'est 192.68.1, c'est l'adresse que l'on possède en principe chez soi. Donc aussi en termes de mobilité, c'est quelque chose d'assez intéressant. Une chose qui est aussi intéressante, c'est l'inventaire automatique des adresses IP. C'est-à-dire que si je le fais moi à la main, je dois avoir un fichier, une database, un tableau Excel qui correspond à quelque chose de ce style. J'ai différents réseaux, ici j'en ai mis 3 par exemple. Je dois noter ces PC, comme ils s'appellent ici, ou ces références, ou éventuellement géographiquement ils se trouvent dans quelle salle, éventuellement à qui il appartient, et quelle est l'adresse IP que je lui ai attribuée. Et ça, évidemment, si j'ai une quantité assez impressionnante de PC, tenir à jour cette liste à la main, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que typiquement, si ce PC est mis à la poubelle, on ne va pas me le dire que ce PC, on l'a jeté. Et pour moi, c'est toujours réservé. Donc, je ne peux pas attribuer cette adresse IP, celle qu'elle a, à un autre ordinateur. Pour moi, elle est toujours en service. Et ça, c'est un peu les problématiques, c'est de maintenir à jour. Et ça, j'ai aussi énormément eu de peine. Donc, quand on ne me donne pas les adaptations, les modifications qui ont été faites, certains vont faire des mélanges, ils vont repiquer, ils ont acheté un nouveau PC d'une autre marque, et puis ils ont repiqué l'adresse IP. Donc, on a ces micmacs, entre guillemets, et puis ensuite, on a des problématiques de maintenir à jour. Si c'est par DHCP, aucun souci, on peut même trouver dynamiquement quel PC ou quel MAC adresse à quelle adresse IP, et on a l'inventaire complet ici. Donc l'affectation manuelle, c'est extrêmement pénible de tenir à jour, et ce qui est important, c'est qu'il n'y a jamais deux ordinateurs qui ont la même adresse IP, donc faire un duplicate adresse IP. J'aime pas trop DHCP. Par contre, un peu moins bien, on a au niveau de la fiabilité. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Eh bien, on a ici un serveur DHCP, et au niveau de cette infrastructure, qu'est-ce qui pourrait se passer s'il tombe en panne? Donc là, on voit qu'il y a une problématique. S'il tombe en panne, ben, l'ensemble des PC ne reçoivent plus d'adresse IP, ne seront plus configurés. Donc ça, c'est une problématique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prévoir ce qu'on appelle de la redondance. Donc, il faut ici un deuxième. Et alors, il y a des problématiques ici que je parlerai dans une troisième vidéo sur DHCP. Mais il faut prévoir au moins deux là-dessus. Le problème, c'est qu'on a du matériel supplémentaire qui peut tomber en panne. On a des coûts supplémentaires aussi à la maintenance, à la configuration, et maintenant aussi à la mode, c'est des consommations d'électricité supplémentaires ici. Notez qu'il y a aussi une problématique aussi, donc ça peut venir compliqué, voire cher, si on a beaucoup de sous-réseaux. Pourquoi? Parce que ces PC ne peuvent pas faire une requête à travers ici ce réseau pour venir ici chercher une adresse IP à ce serveur directement. Pour quelle raison? Parce qu'on a vu dans la première vidéo ici, c'est qu'il va le faire en broadcast.
et s'il fait en broadcast, ça ne traverse pas le routeur. Donc absolument impossible de faire un DHCP Discover depuis ici. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a d'autres méthodes qu'on verra aussi dans la prochaine vidéo. Eh ben, il faut aussi prévoir dans ce réseau-là 2 serveurs DHCP. Alors si j'ai un réseau N3, N4, N5, ça fait un nombre assez important de serveurs DHCP. C'est aussi moins bien donc au niveau de la monitoring, on a vu la fiabilité. Et le monitoring, qu'est-ce que c'est? Le monitoring, eh ben, nous avons ici un PC qui veut un peu analyser les activités de cet autre PC parce qu'il y a des doutes, soit au niveau sécurité ou d'autres choses ici. Le problème, c'est que ce PC va recevoir une adresse IP de ce serveur DHCP et c'est pas forcément toujours la même. Elle peut changer. Donc voilà un petit peu ce principe, un analyseur de protocole qui est gratuit ici, qui est Wireshark, ça peut être d'autres. Vous connaissez en principe l'utilisation de cet outil. Par contre, si on veut mesurer ou regarder uniquement quelque chose de particulier, eh ben, il va falloir mettre un filtre. Et ici, vous voyez, on doit rentrer ici une valeur de filtre. Normalement, on écrit host et puis on met l'adresse IP. Mais comme ce PC pourrait tout le temps, chaque fois qu'on l'éteint, qu'on le rallume, se trouver avec une autre adresse IP, on ne sait pas quoi mettre là-dedans. Donc ça crée d'autres problématiques, pas seulement pour l'utilisateur, mais pour la gestion. Pour finir, c'est bien ou pas bien l'utilisation de DHCP? Ben, il a un atout indéniable, c'est ce fameux plug and play. C'est vous branchez, vous êtes sur un réseau, sur une borne Wi-Fi, dans un restaurant, chez vous, à la maison, pour le grand public, ça se configure tout seul. Par contre, en entreprise, il faut bien se poser la question, parce qu'on a vu quand même qu'il y a certains inconvénients qui sont relativement importants, soit en termes d'infrastructure, soit en termes de sécurité. Alors je vous dis à tout bientôt, d'environ 15 jours, pour une troisième partie qui traitera du DHCP, et c'est plutôt sur les configurations de serveurs et à quoi il faut faire attention. Donc je vous demande de liker, commenter ici, et puis de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine session. Et je vous souhaite encore une bonne journée.